Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le mystère est donc levé et la vérité implacable. Samuel Ouazizi est mort. Dans un communiqué, le ministère de la Défense du Cameroun et 72 heures après Equinox Télévision annonce ce jour et 9 mois après son arrestation à Ekona, région du Sud-Ouest, que ce dernier est décédé samedi 17 août 2019 à Yaoundé des suites d'une sepsis sévère. Toujours selon le communiqué, Samuel Ouazizi était soupçonné d'intelligence avec les terroristes et de complicité d'actes de terrorisme. L'on apprend également dans cette sortie du haut commandement militaire que Ouazizi était un logisticien de divers groupes terroristes opérant dans les hauteurs de Mountain Lion. Nous sommes à Buea. Le communiqué du ministère de la Défense ce jour maintient que Samuel Ouazizi est décédé des suites d'une sepsis sévère et non pas d'un quelconque acte de torture ou de sévices corporels. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, comme tous les vendredis, c'est Nadine Yambou qui sera là pour vous donner l'essentiel de l'information du vendredi. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. C'est Samuel Ouazizi, c'est confirmé. Pour en parler à Douala en plateau, je suis avec Jean-Claude Youth. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Serge Alain Retour et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Voilà, vous êtes là pour le compte du RDPC, c'est bien cela? Oui, pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà, en face de vous, Barista Tamfouricha. You're welcome. Good evening, Serge Alain Retour. Good evening to all the numerous viewers of Equinox Television. Good evening to my dear panelists. Before I go further, I would first of all like to use your studio to express my sincere sympathy and condolences to the family of Samuel Ouazizi, as well as to his large family of colleagues who are the journalists. Voilà. Nous allons donc, parce qu'il y a des termes, ceux qui ont eu accès à ce communiqué, nous allons aller à Montréal. Bonsoir, professeur Djanchou. Bonsoir, merci de voir sur le plateau et bonsoir à l'analyste et au peuple. Voilà, on revient à vous. Le temps de régler trois petites choses parce qu'on veut bien comprendre ces termes, ce que ça signifie. Je commence par vous, Barista Tamfou. Le communiqué dit... Samedi 3 août 2019 à Ekona. Est-ce que tout a commencé le 3 août? Well, Mr. Otu, sincerely, when I received this press release from the Ministry of Defense through its communication, I was very sad and heartbroken because just from the inception of the communique, it's very faulty. We all know that Ouazizi was under police custody in Mouya on the 2nd of August. Tout a commencé le 2 août. 2nd of August. And let me tell you the truth. Ouazizi was called on phone by the police commissioner of that unit. Upon arrival there, they confirmed his identity and the police commissioner showed him his phone. That, is it your image? He said yes. The commissioner told him, you have an issue here at the police. While waiting there, he immediately called his lawyer, who is Barrister Edward Lyonga, and immediately he reported to the scene, had a brief exchange with his client, and his client told him, sincerely, he doesn't understand his presence here, but it's supposed that he's surely under threats of terrorism law or investigations on offenses of terrorism law.
as the counsel is still preparing to maybe hear from his client that, okay, this is a formal complaint put to him and make necessary means to secure his defense, days after, Samuel Wazizi is nowhere to be found. He thought that he went back to the to the Munya police station and said, this unit is not competent to try such offenses. I prefer you refer him to the judicial police in Boya. While at the judicial police, expecting to receive his client as normal, unfortunately for him, he has information that he has been whisked to the beam. As a smart lawyer, he rushes there. But unfortunately, with the brutality of the regime, he was driven away like a dog. With all that, he has struggled in vain to be in touch with him. His family has struggled in vain to be in touch with him. And he could not stay still without lapses. He decided to file in a habeas corpus application, which is but a normal procedure under the Criminal Procedure Code, that when you think that your client has been arbitrarily arrested or is under illegal detention, there is a procedure before the court of first instance. That's the High Court. The High Court. You file in that application, and the High Court has to hear your case and see exactly if you are under a regular warrant of arrest or a detention, and rule on that. So during that hearing of the habeas corpus, his client was neither produced, because habeas corpus, you have to bring the body of the person. Vous pouvez nous rappeler la date? That was sometime in November. Oui. Because November. sometime, because the hearing of the rejection of the habeas corpus was on the 5th. I remember that journalists even mobilized on that day, thinking that they will produce Wazizi. But his habeas corpus application was rejected on grounds that it was founded on hearsay. So when I looked at the press release revealing that Wazizi died on the 17th, whereas of August, whereas the court had the possibility of liaising with the Ministry of Communication to tell Barrister Edward Lyonga on the 5th of November exactly what was the state of his client, but he didn't. So to me, when I look at this press release, it's a mockery of Cameroonians, and as a lawyer in particular, because you are helpless, because Edward Lyonga could have saved the life of Wazizi, but the administration or the authorities did not give him that possibility, whereas the law is very clear, even in the Constitution. The Constitution provides that it adheres to the Universal Declaration of Human Rights, whereby the Constitution says that the state has to guarantee your life. And if you are suspected of committing any offense, you are presumed innocent until proven guilty by a competent court. So tell me, with all what has happened and transpired, tell me what's the feeling that a reasonable human being can have vis-a-vis this government. I want to say here that our real enemies of Cameroon are within the government, because at every situation, they'll have to make recourse to the head of state. Whereas, if the laws are implemented as they are, and everybody does his job, we're not all the time making ourselves a mockery of what we have today. Voilà, Jean-Claude Youth, vous avez parcouru ce communiqué, et comme je l'ai dit en introduction, c'est 72 heures après que Equinox Télévision ait annoncé la mort, parce qu'il ne faut pas lésiner sur le mot, la mort de Samuel Wazizi. Il a fallu qu'il y ait cette sortie, parce que ça a commencé à beaucoup parler depuis 72 heures, pour que le ministère de la Défense fasse ses sorties pour annoncer que Wazizi était mort. Pourtant, dans le même communiqué, on apprend qu'il est décédé en août, le 17 août 2019. Oui, ben... Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je sais. Qui a attendu si longtemps? C'est vraiment la question dont on doit se poser. Qui a attendu vraiment si longtemps?
est-ce que les membres de la famille de Samuel Ouazizi étaient en train de le rechercher et ne sachant pas où il pouvait se trouver? C'est la question. La question aussi est de savoir sa famille, dans le communiqué du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, annonce bel et bien que sa famille a pris contact avec lui et a eu à l'assister durant toute la période qu'il a été pris en charge bien sûr, pris en charge au niveau de l'hôpital militaire de Yaoundé et sous charge de l'État. Ici, en réalité, on pouvait... Vous voulez qu'il le prenne en charge? Non, nous sommes ici en train de nous poser des questions, de savoir qui a véritablement intérêt à pouvoir parler de torture, à pouvoir dire non, personne n'a parlé de torture. À pouvoir dire qu'il y a une vérité qui est cachée, ou bien ceci. Pourtant, les membres de la famille de Samuel Ouazizi sont parfaitement au courant de la situation et de l'ensemble du déroulé. Il faut juste qu'on essaye de se rappeler quelques petites dates, parce qu'apparemment, ça va dans tous les sens, et on a l'impression que nous sommes en train de parler ici, monsieur Serge Alain Autou, d'une affaire qui date déjà de près d'une année, donc c'est-à-dire 10 mois aujourd'hui, qui nous revient sur la table aujourd'hui. Pourtant, il n'est même pas... Parce que jusque-là, c'était un mystère. C'est un mystère pour qui? C'est ça la question. C'est-à-dire, c'est un mystère pour qui? Je pense quand même que si Jean-Claude Fils, aujourd'hui, est porté disparu, les membres de la famille de Jean-Claude Fils, ses proches, seront en train d'activement de rechercher. Et la famille de Ouazizi ne l'a pas fait? Vous avez eu information que la famille de Ouazizi était en train de chercher Ouazizi? Bien sûr. Est-ce que vous avez eu information que Samuel Ouazizi, sa famille, ne savait pas où se trouve le corps, ainsi de suite, et quel était le déroulé des faits? Je ne pense pas. Non, il faut qu'on soit sérieux. Oui, 3 août. Je vous en prie. La famille ne savait pas où se trouvait Samuel Ouazizi. Ils l'ont dit dans le reportage. Vous êtes peut-être arrivé en retard. Nos équipes sont allées rencontrer la famille de Samuel Ouazizi ce jour même à Bouya, après ce communiqué. Vous connaissez la démarche. Lorsque on est en train de rechercher quelqu'un, on fait une démarche administrative pour que la police et les forces de l'ordre puissent se mettre en branle pour pouvoir apporter un certain nombre d'éclaircies là-dessus. C'est là où nous nous posons des questions, que lorsque cette famille, maintenant, de par un reportage, dit qu'on ne sait pas où il se trouve. Non, la famille, parce que dans le communiqué, on dit la famille aussitôt informée. Ils disent qu'ils n'ont jamais été informés de la disparition, du décès. La famille dit qu'elle n'a jamais été informée. Le communiqué du ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense. Communiqué du ministère de la Défense. Du ministère de la Défense. Signé du chef de la division de la communication. Le chef de la division de la communication nous dit autre chose. Donc, dans ce type de cas, et comme ça se fait de manière organisée dans un pays de droit, une enquête indépendante pourra être diligentée pour que nous puissions nous accorder sur la guerre des communiqués. Je pense que plein d'autres affaires ont déjà été élucidées ici et dont nous connaissons bel et bien les conclusions qui n'ont jamais été cachées. Les dates qui sont marquées là sont celles qui nous donnent la chronologie de l'évolution de l'affaire. Et surtout... Vous avez suivi Barista? Barista dit que tout a commencé le 2 août. Il n'est pas loin. Selon l'avocat. Oui, mais il n'est pas loin. Non, le 2 août, ce n'est pas le 3 août. Non, mais lui dit tout a commencé le 2 août, mais déjà, on parle de l'arrestation le 3 août. Oui. Alors, je ne sais pas si son 2 août voulait dire être en surveillance active avant d'être interpellé. Vous avez bien suivi Barista? J'ai suivi Barista, mais moi, je suis en train de dire que le communiqué qui parle de l'arrestation le 3 août, parce qu'en réalité, le communiqué du ministère de la Défense dit que c'est à partir de l'arrestation où tout a commencé. Oui. Mais maintenant, s'il lui parle du 2 août, pourtant l'arrestation est au 3 août, on peut tout simplement dire que le rapprochement peut vouloir dire qu'il était déjà activement surveillé. Et effectivement, nous savons très bien que les renseignements fonctionnent
pour pouvoir en arriver à un niveau d'arrestation d'un individu. Peut-être même qu'il a été surveillé depuis des mois. Ok. Permettez donc, parce qu'on a un médecin en ligne, le professeur Jean-Chou Prévost depuis Montréal au Canada. Professeur, dites-moi, sepsis sévère, de manière simple, qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous. Donc, le sepsis, c'est pratiquement... Allô? Oui, on va revenir sur le professeur dans un instant pour qu'il nous explique à quoi ça renvoie, hein, parce que tout le monde, le terme est entre guillemets, sepsis sévère. Donc, Barista, vous dites que tout a commencé le 2 août, mais lorsqu'on suit, tel qu'il dit, la chronologie, le 7 août, il a été mis à la disposition du 21e bataillon BIM. Voilà. Oui. Puis après, 3 jours, le 13 août, il est transféré à Yaoundé. Et là-bas, parce que vous avez suivi la sortie du gouverneur de la région du Sud-Ouest hier. Il dit que Samuel Ouazizi est parti du Sud-Ouest en très bon état, Ici, dans le communiqué, on dit, à son arrivée à Yaoundé, le nommé Samuel Eboué Edjiekia présentait un état fébrile. Mr. Allen, maybe God has to come down on earth to be witness of, because I am taking my colleague lawyer as witness in this issue. I repeat, a phone call given to Samuel Ouazizi on the 2nd of August to report to the Munya police station is an invitation. Him going there had no information. Samuel Ouazizi is a journalist. At least that is somebody with a professional reputation. So his disappearance cannot be a hidden issue. He was invited to report at that unit. While there, after brief identification, they tell him that he has issues. He suspects that it will probably relate to secessionist issues. He calls immediately his lawyer. So the first witness is his lawyer, who has repeatedly narrated that he was present. Vous avez dit Barista Lyonga? Eule Lyonga Edward. Eule Lyonga Edward. Yes. Who has, il s'est rendu au commissariat de Mouya. He has viva voce exchange with his client, thinking that things will be handled, or that his client will call him later on, talk that maybe they have presented to me a complaint and for him to assist. It wasn't. Going back to the same unit, they tell him that no, measures are being arranged for him to meet his client at the judicial police as he requested, because while there he insisted that a police station, the police station was not competent to try issues on terrorism, that it would be preferable that he is directed to the judicial police, because there you will have good investigators and all the like. While at the judicial police, that is not the same day, subsequent days, he's expecting his client to report there. Ouazizi probably must have informed his family. But curiously enough, while the lawyer is waiting for him at the judicial police, he has information that his client was taken manu military by elements of the elements of BIM. He hurriedly goes there thinking that he could still save his client, because he was going there to meet the commander in charge of that unit. But I tell you, you needed to be there to know the ridicule that he was put on. He was driven, that's a lawyer, driven as a good, that he has nothing to do there. Telling him that, lawyers are not even allowed to enter. I understand, my friend, he is not a practicing lawyer. He doesn't know the challenges that we have. But I tell you that it is deplorable that you, the lawyer, you can't give legal assistance to your client when he's in need. The family was informed. The lawyer is informed. Everybody is agitating that what probably is the case. They think that the lawyer keeps, because that's the lawyer, he has to reassure the family that don't bother following up events. The family too is relying on the lawyer that he is going to secure the release of his client. But unfortunate for the lawyer to discover that he is not giving access to his client,
and thinking that the only remedy left is to file a habeas corpus in court, which is stated by the Criminal Procedure Code. And on the 5th of November, before the High Court, it was dismissed. That's hearsay evidence. So when you look at the chronology of being arrested, one is not an arrest. When they say an arrest, there's in law we know how we arrest somebody, either with an arrest warrant. Nothing was presented to him. He wasn't arrested in the field of operations, because if I read here that they were on the grounds, that they were on an operation, I think on an operation in a corner, something like that. Right. And that's where he was arrested. Wazizi was never arrested on. Au cours, il a été, on dit les forces de sécurité avaient procédé à l'arrestation au cours d'une opération de sécurité sur le terrain du nommé Samuel Eboué Adjekia, alias Samuel Wazizi. That's a fat lie. He was never arrested. He himself reported to that unit. It is after exchange maybe of their information that is now discovered that they should go to that Munya police station and take him. Okay. And that's how from there, while Albim is being transferred to elements of SET. Okay. So from Yaoundé till few days ago, that's because I keep to wonder that if he was dead on the 17th of August, the court in Boya will have given a ruling or explained to the lawyer before the court that Samuel Wazizi is dead. Voilà, la grande question, c'est que est-ce qu'au niveau de Boya, on était informé? Not at all. Oui. Imagine 17th of August. Oui. November, how many months you have? September, October, so 3 months. The court in Boya had no information about the whereabouts of Samuel Wazizi. So just to tell you that we have reached a peak in this country where, if we are not careful, anything can happen to you. Ok, merci. On va donc prendre l'explication simple, parce que le communiqué dit qu'il est décédé le 17 août 2019 des suites d'une sepsis sévère. Professeur Djantou, dites-nous, c'est quoi une sepsis sévère? Oui, Serge Alain. Donc, désolé déjà pour le problème de réseau. Donc, au bloc, ça ne capte pas bien. Mais en gros, un sepsis, c'est un terme abrégé pour parler de septicémie. Donc, la septicémie, c'est un état dans lequel le corps est infecté par une bactérie. Et une bactérie, la plupart du temps, qui va donner des signes de dysfonctionnement de l'organe. En particulier, lorsqu'il y a une septicémie, on a une baisse de la tension artérielle, on a des signes, notamment la fièvre, on a un problème de perfusion des organes, en particulier des organes vitaux comme les reins, le cerveau, tous ces organes qui ne reçoivent plus de façon normale une bonne oxygénation. Donc la septicémie, c'est toute cette cascade-là qui est en général liée à une bactérie. Voilà, vous dites une bactérie. Lorsque vous regardez, vous suivez la chronologie des événements, qu'est-ce qui peut avoir causé la présence de cette bactérie-là pour qu'on en arrive là? Donc là, en relisant le communiqué, on se rend compte que monsieur Samuel qui a été interpellé donc, dans les données, c'était le 13 août, et puis il a été admis le 17 août. Donc, il a été admis, le 13 août. C'est là où il a été transféré à la gendarmerie nationale. Et on se rend compte qu'entre le 13 et le 17, donc pendant 4 jours, il a été pris en charge par des médecins de l'hôpital militaire. Et c'est noté qu'il avait de la fièvre. Dans le communiqué, on ne parle pas de ce qui a été fait pour prendre en charge cette fièvre. Parce que lorsqu'il y a une septicémie, il y a un point d'entrée, une porte d'entrée. Est-ce qu'il avait des blessures cutanées qui ont donné cette porte d'entrée? Est-ce qu'il avait un problème respiratoire, de pneumonie? Est-ce qu'il avait d'autres sources d'infection? Et dans le communiqué, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas décrit, qu'on pourrait avoir cette information dans le dossier médical, parce que c'est important de voir qu'il y a quand même 4 jours qui se sont écoulés, 4 jours pendant lesquels auraient pu être mis en place des traitements. On parle ici d'une septicémie sévère. Est-ce qu'il y a eu des tests
fait pour rechercher la bactérie en cause? Si oui, dans le dossier médical, on devrait avoir ces éléments sur des hémocultures, sur des prélèvements des urines, des prélèvements d'autres organes, des prélèvements de la peau, si jamais il y avait des problèmes cutanés. Donc il y a un flou dans le communiqué qui mériterait d'être clarifié en regardant le dossier médical pour comprendre d'où est venue cette septicémie. Parce qu'une septicémie vient de quelque part, la plupart du temps, d'une bactérie, soit externe, par une infection transmise par d'autres personnes, soit à partir d'une infection qui est présente dans le corps, mais on a à ce moment-là des signes sur la prise de sang. Voilà, professeur Diantou, une dernière précision. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest a dit que Samuel Ouazizi, lorsqu'il quittait sa région, le Sud-Ouest, était en bonne santé. Mais dans le communiqué ici du ministère de la Défense, on dit à son arrivée à Yaoundé, le nommé Samuel Eboué Adjekia, Samuel Ouazizi, présentait un état fébrile. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez effectivement surprenant, quelqu'un qui part d'un lieu en bonne santé et qui arrive avec de la fièvre. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des traumatismes qui ont donné lieu à des problèmes cutanés, qui ont donné lieu à de la fièvre par une infection cutanée? Ça, c'est des choses qui doivent être vraiment clarifiées parce que la chronologie de l'événement pour donner lieu par la suite à cette septicémie, il sera vraiment important de voir s'il y a eu ces hémocultures, parce que s'il parle de sepsis sévère, c'est qu'il y a eu des hémocultures, et à partir de là, on pourra voir si les bactéries qui ont été identifiées proviennent soit d'une infection de la peau, soit d'une autre infection. Mais c'est étonnant, effectivement, de voir qu'en 4 jours, il ait été traité pour une septicémie sans qu'il n'y ait une telle réponse, dans un hôpital quand même militaire qui est un hôpital de haut niveau, puisque dans la plupart des pays, les hôpitaux militaires, ce sont les hôpitaux qui soignent les dirigeants, ce sont les hôpitaux qui soignent les ministres, qui soignent même les présidents. Donc c'est sûr que dans un hôpital de haut niveau comme celui-là, il aurait dû avoir les soins les meilleurs et devrait pouvoir avoir une documentation de tous ces soins. Donc ce sera vraiment important que la famille essaie de se tourner vers l'hôpital, exiger le dossier pour voir ce qui a été fait. Voilà, merci professeur Diantou Prévost. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue pédiatre à Montréal au Canada. Merci pour toutes ces précisions. Merci une fois de plus, professeur. Merci voilà. à vous. Voilà, dites-moi Jean-Claude, on a parlé de la famille. Et on va lire, on va s'accrocher. Le communiqué dit la famille a aussitôt été informée à la suite du décès, mais plus bas, on dit nous sommes dans le regret de constater que celle-ci n'a depuis lors engagé aucune diligence pour les obsèques. Je pense que c'est à la famille qu'on doit poser cette question. Oui. Pourquoi Quel intérêt la famille à ne pas organiser les obsèques d'un être cher qui est pas. Mais c'est ce que nous nous posons nous aussi comme question. Et je pense que c'est la famille qui est mieux placée pour pouvoir répondre. Parce qu'en réalité, si l'autorité publique prend ses responsabilités, après on dira « Oh, ils les ont tout fait et qu'ils ne l'ont pas intégré, la famille ». Moi, j'aimerais revenir quand même sur certains petits points que j'ai suivis. Oui. Sur le sepsis sévère. C'est dommage tout simplement que le professeur soit parti, mais lorsqu'on dit on quitte Boya pour Yaoundé et on dit qu'on était en bonne santé. Ce n'est pas le professeur qui dit, c'est le gouverneur de la région qui dit que quand Ouazizi quittait le Sud-Ouest, il était en bonne santé. Oui, mais je suis en train de vouloir faire une petite démonstration. Oui. Boya, le Sud-Ouest, c'est un type de climat. Oui. Et Yaoundé, le centre, c'est autre type de climat. Vous savez très bien que les changements climatiques également peuvent aussi apporter de la fièvre, ainsi de suite. Donc, ces éléments-là, et autre chose, on peut apparemment présenter des signes de bonne santé, mais sans toutefois être en bonne santé. Et que du jour au lendemain, ça puisse se dégrader. Je ne vous apprends rien sur ce plan-là. Donc, ce qui voudrait dire que c'est un check-up total à tenter, qui peut par exemple nous dire « Monsieur Serge Alain Otto, tout est OK vraiment, vous êtes Donc vous voulez dire que comme le gouverneur de la région du Sud-Ouest n'est pas un médecin, il
Il a parlé comme ça, c'est ça? Non, je ne dis pas qu'il a parlé comme ça. Tout comme moi aussi, je vous fais confiance. Oui. Et comme nous sommes là en ce moment, je Oui. ne sais pas s'il peut avoir des complications internes et tout. Mais sur l'aspect physiologique et du ressenti que j'ai, je suis à même de dire, j'ai causé et j'ai intervenu dans une émission sur un plateau avec M. Serge-Alain Autou qui était en bonne santé. Oui. Et on ne va pas me le reprocher. Mais je suis en train de dire que quand on entre maintenant dans une phase où on a besoin de décrypter sur le plan scientifique, on va appeler des légistes et tous les médecins nécessaires pour pouvoir... Et c'est ça, cette phase-là. Parce que vous avez suivi le professeur Diantu tout à l'heure. Oui. Il disait qu'il faudrait qu'on regarde le dossier médical et tout. On ne pouvait pas tout mettre dans le cadre d'un communiqué. En pièces attachées, je ne sais pas, en pièces jointes, peut-être tout un élément d'une batterie de conclusion des médecins. Rien n'est à cacher. Et je pense que la vérité est là. Mais je voudrais quand même dire à Maître Tanfou Barrister qu'il est un juriste, ça, il le maîtrise très bien. La notion quand même de présomption doit continuer à prévaloir lorsqu'on est juriste. Il dit c'est la vérité. Je ne sais pas si nous sommes ici avec la Bible, ou bien c'est question de foi. Mais lui aussi, il doit mettre un peu de retenue en disant, sous réserve de ce que nous n'avons pas encore, nous nous disons que voici les faits qui sont à notre disposition et nous les expliquons tels que nous les avons perçus. Tout comme le ministère de la Défense, dans le cadre de son communiqué, étaye la situation telle qu'elle a perçue et au vu des éléments qu'elle avait à l'heure où elle était en train de rédiger ce communiqué. C'est de droit. Maintenant, le juriste, vous savez très bien que ce sera maintenant le moment de pouvoir confronter les différentes parties dans le cadre d'une enquête et qui pourra donc maintenant, avec tous les éléments techniques, scientifiques, nous dire. Mais au vu des explications du type de septicémie qui ont été présentées, moi je pense que tout est plausible. Surtout, on ne sait pas quel était d'abord le caractère, parce que le professeur a dit que c'est une bactérie. Et Ouais. que cette bactérie devait d'abord être identifiée. Bon, maintenant, la bactérie, entre sa phase d'incubation et qu'elle est restée dans le corps, combien de temps, mon Dieu? Ou bien, quel était le niveau d'hygiène et des conditions de vie de M. Samuel Ouazizi bien avant, par exemple, son arrestation? Parce qu'en réalité, rien n'exclut également que la bactérie pouvait bel et bien, au sens du professeur, être dans l'organisme de Samuel Ouazizi au 3 août, date de son arrestation. Barrister. Et maintenant, cette bactérie doit être identifiée. Parce que c'est lorsqu'elle est identifiée qu'on pourra maintenant dire c'est une bactérie qui a une phase d'incubation de 10 jours, de 3 jours, d'1 mois, de 6 mois, ainsi de suite. Voilà la question. Barrister. Mr. Allen, I don't know, maybe God has to visit this regime because you may see this bottle as it is before me. Someone will tell you that it is not there. Oui. This government- Please, on va prendre rapidement, je reviens à vous, parce qu'il est déjà là. Aristide Mono, je rappelle qu'il est analyste politique. Il intervient depuis Yaoundé, la capitale. Bonsoir Aristide et bienvenue. C'est bien. Aristide Mono. Voilà, on va revenir. Allez-y donc, Barrister, on va revenir à Aristide. I was saying that very soon we have reached a peak that very soon my friend Jean-Claude will tell me that I was not on the same table with him this day. So we should be serious. This is somebody's life that is gone. In a state that says that it guarantees the protection of your life, your security, and your liberty. That whenever you are suspected of committing an offense, you are presumed innocent. The act, the behavior of the government has clearly shown that Ouazizi was arrested. After investigation, he was sentenced and condemned to death. That is exactly the message. And it is not the first time. It is not the second time. Not the third time. Why is it that always, there must always be
an independent commission Inquiry. to investigate crimes or atrocities committed by the military. Why? Just of recent, we witnessed the Garbo massacre. It is under high pressure of lawyers, human rights activists, the population, that were able to have some light in the Garbo. Even the media. Today is Wazizi. You journalists even, you were unable to find out exactly where your colleague is. Talk less of his lawyer, who was the person with whom he had one-on-one exchange. Okay. Please, let us not just use the umbrella of trying to protect a political party or the regime. Let's tell this government the truth. And until we are able to do that, can we have peace? Because we will not have peace if we don't have justice. Ok. That is the base. Voilà, merci. On va donc prendre tout de suite, on va repartir à Yaoundé, je crois qu'il est là. Aristide Mono, bonsoir. Je rappelle, vous êtes analyste politique. Aristide Mono, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Aristide Mono, à la lecture de ce communiqué du ministère de la Défense, quels sont vos premiers mots? Déjà, Serge Alain Tour, permettez-moi de dire bonsoir à tous vos téléspectateurs ainsi qu'à vous-même là-bas en studio. C'est un énorme plaisir de prendre part à ces échanges via la magie du numérique. Je pense que le préalable, c'est de revenir en fait sur la communication, le timing qui a été choisi par le gouvernement pour communiquer, ce qui nous plonge totalement dans la problématique de la communication de crise au Cameroun. Et ceci est intéressant parce que ça s'inscrit en fait dans une certaine routine. À chaque fois qu'il y a un événement, une situation chaotique ou critique, on a toujours affaire à ces lenteurs dans la communication du gouvernement. Et je pense qu'ici, c'est une jurisprudence de plus, pour ne pas parler d'une jurisprudence de croc. On l'a vu lors de la gestion de la crise Boko Haram, on l'a vu avec la crise anglophone et aujourd'hui on le voit avec le cas de Samuel Wazizi. Vous allez remarquer qu'en fait dans le communiqué du gouvernement, du ministère de la Défense, il est dit que M. Samuel est décédé au mois d'août. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine proactivité dans la communication? Pourquoi est-ce que le ministère de la Défense n'a pas pris les devants afin d'anticiper en fait sur la communication, étant donné que il était conscient du fait que M. Samuel Wazizi appartenait à une corporation un peu bruyante, celle des journalistes. Et après, si on reste d'ailleurs dans l'esprit du communiqué, après donc l'abandon, ce qui est qualifié comme d'abandon du corps de Samuel Wazizi par sa famille, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un communiqué express du gouvernement pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin et se couvrir préalablement? Donc voilà une autre interrogation. Et maintenant, si on rentre dans les événements les plus récents, imaginez, l'alerte a été lancée par des journalistes tels Mimi Mefo ou Denis Kwebo. Ça fait pratiquement 3 jours aujourd'hui et vous voyez à l'heure où le gouvernement décide finalement de réagir. Alors il y a quand même quelque chose qui coince dans la manière de communiquer dans notre système étatique. Il y a une certaine crise dans la communication de crise, si vous me permettez en fait cette redondance-là. Et je pense que ces petits manquements trahissent quand même une certaine responsabilité de l'État, trahissent également un certain flou dans la gestion de cette affaire. Pourquoi tant d'hésitation? Je pense que cette question mérite en fait une certaine réflexion et cela peut conduire immédiatement à une certaine présomption de culpabilité de l'État dans cette question. Parce que jusqu'à présent, nous autres analystes n'arrivons pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu un certain mutisme, pourquoi attendre pratiquement près d'1 an pour communiquer, ou alors on attendait tout simplement la pression de la rue ou la pression de la corporation de l'opinion nationale et internationale pour mettre à la disposition de ces dernières les éléments sur l'embastillement en fait de Monsieur Samuel Wazizi. Donc moi je pense que à partir de ces petits manquements communicationnels, on peut déjà présumer que l'État a une lourde responsabilité et a quelque chose peut-être à cacher dans cette affaire.
Maintenant, s'il faut rentrer dans le texte en lui-même, il y a beaucoup de questions. Je suis mal placé, hein, Serge Alain Autou, pour dire si le gouvernement a raison ou pas. Mais ce qui est là, c'est que il y a quand même un flou, il y a quand même des données, ma foi, qui ne sont pas assez cohérentes, qui ne permettent pas une certaine lisibilité, une visibilité dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Peut-être il revient aux journalistes, à la corporation de prendre les devants de cette affaire, de prendre ses responsabilités. Vous savez, moi j'ai été totalement surpris de savoir que le syndicat national des journalistes du Cameroun attend plutôt en fait des enquêtes pour les résultats, des enquêtes de l'État, et pourtant on sait bel et bien que le travail journalistique implique également cette enquête. Pourquoi jusqu'ici les journalistes n'ont pas pu produire peut-être une contre-enquête pour mettre en déroute la version de l'État? Je pense qu'il y a également un gros manquement de la part de la corporation. Jusqu'ici, on n'a pas eu des éléments d'enquête collectés et publiés par la corporation. Et pourtant, c'est l'un des leurs qui est pratiquement impliqué dans cette histoire, en tout cas qui est victime dans cette histoire. Il faut donc aller un peu plus loin. Pour le moment, on peut peut-être aller en conjecture, en conjecture, mais personne ne peut vous dire avec exactitude ce qui est arrivé à Samuel Ouazizi. Donc c'est en fait cela ma première lecture, celle en fait de la communication de crise qui est totalement manquée, celle du flou qui entoure le contenu de ce communiqué et la responsabilité même des journalistes qui n'ont pas pu prendre en main cette question depuis pratiquement août 2019, on se retrouve dans une situation de mutisme. Pourquoi des journalistes n'ont pas en fait cherché à communiquer sur cette arrestation? Point d'interrogation. Et pourtant, on a vu avec le cas de Mimi Mefo comment est-ce qu'il y a eu toute une mobilisation pour essayer d'avoir assez d'éléments et d'éclairer l'opinion publique. Donc, il y a ma foi, beaucoup de questions qui nécessitent assez de réponses dans cette histoire. Voilà, merci Aristide Mono. Je rappelle, c'est Aristide Mono. Voilà, Jean-Claude Youth, je vous interroge sur le timing. Les faits se sont produits au mois d'août 2019. Pourquoi c'est en juin 2020 que le ministère de la Défense choisit de réagir. Et ce, après que la société civile et certains médias soient montés au créneau. Pourquoi ce timing? Pourquoi n'avoir pas anticipé? Anticiper sur quoi? Je viens juste de suivre là pratiquement l'exposé d'un dossier à charge. Et je me pose bien des questions. Pourquoi on est dans une situation où on voudrait stigmatiser et chercher à pouvoir apporter du discrédit aux forces de défense qui mènent véritablement un travail de sac pour pouvoir nous protéger. Et ces forces de défense qui font le job depuis. Monsieur Serge Alain Autou, en réalité, on a besoin de discrédit sur les forces de défense, sur ce plateau, personne. Non, mais même Aristide Mono, il n'a jamais porté discrédit sur les forces de défense. Non, mais déjà, ici, j'ai suivi. Il a dit que lorsque l'État, le gouvernement, le ministère de la Défense décide de réagir aujourd'hui, ça montre une notion de présomption de culpabilité, de ceci. Mais nous sommes plutôt en train de dire qu'il circule un certain nombre d'informations sur le terrain, ou bien dans les réseaux sociaux, ou dans le cadre des médias, qui peut apporter un discrédit, ou bien qui peut être une situation de désinformation. Alors, à partir de ce moment, il est tout à fait légitime et normal que un certain nombre de clarifications puissent être apportées, parce que ça devient tout simplement un dossier à charge. Mais au vu du contexte et que la famille de Samuel Ouazizi était déjà parfaitement au courant, au sens, je dis bien, au sens du communiqué du ministère de la Défense, ça voudrait dire que la cible
à qui réellement l'information devait être destinée a eu l'information et à partir de ce moment-là, il devait tout simplement acter et prendre la suite. Et bien sûr, le communiqué dit que jusqu'à preuve de contraire, on attend encore un certain nombre de choses. Mais il faudrait aussi que nous revenions sur quelque chose qui est clair. L'exploitation de M. Samuel Ouazizi a permis, au sens du communiqué du ministère de la Défense, de pouvoir mener un certain nombre d'opérations militaires. Dans plusieurs pays, la stratégie militaire n'est pas exposée dans les médias et ne se fait pas du jour au lendemain n'est pas exposée à monsieur tout le monde. Et ce même communiqué dit que les opérations militaires, grâce à l'exploitation du logisticien terroriste, parce que apparemment il était journaliste comme certaines formes coopératives sont en train de le dire aujourd'hui, mais il était logisticien des terroristes et grâce à son exploitation, un certain nombre d'opérations militaires. Là, vous aussi, vous êtes péremptoire, là. Non, là, là, je dis au sens du communiqué. Je reviens, moi j'insiste, je parle qu'au sens du communiqué. À partir du moment où les uns et les autres auront une autre version, et c'est ce que M. Aristide Nomo disait tout à l'heure, Mono disait tout à l'heure que on est tout simplement ici face à une accusation, mais sans toutefois apporter un certain nombre d'éléments contraires, ou bien de faits contraires ou de clarification. Donc il manque de la profondeur dans le cadre de la position qui est prise et au vu des conclusions qui ont été établies. Okay. Donc, et là, nous aussi, nous revenons en disant que pour l'instant, le seul élément qui paraît être mis à disposition du grand public et dont tout le monde a pris connaissance, ce sont les conclusions du ministère de la Défense. Et dans ces conclusions, nous avons ce communiqué. Et cette exploitation a permis à ce qu'un certain nombre d'activistes terroristes ont été neutralisés. Okay. Donc, Dieu seul sait la suite qui pouvait être réservée et que les forces de défense pouvaient continuer à cette exploitation-là. Voilà. Mais nous regrettons qu'un citoyen soit décédé. Ça, et c'est pour cela que nous disons que rien du tout ne peut être mis sur le chemin de la vérité et de la justice. Okay. Vérité, vous voyez, le ministère a réagi immédiatement parce qu'en réalité, il fallait apporter un droit de réponse vis-à-vis de ce qui était déjà sur la place publique. Barrister Tampou, comment comprendre donc ce qui se jouait au niveau de Buea, sachant que Ouazizi n'était plus de ce monde depuis 2019? Comment comprendre ça? Monsieur Serge Alain, voyez-vous, voilà un citoyen camerounais qui vit paisiblement dans son pays, qui exerce son métier paisiblement, informer les gens, qui reçoit le coup de fil d'une autorité, l'invitant à se présenter dans un poste, dans un commissariat. Pourquoi est-ce qu'il doit avoir peur? Il se rend. Étant sur les lieux, on lui montre sa photo en lui disant c'est toi, il dit oui. C'est Ouazizi, il dit oui. On dit tu as des soucis. Tu restes au banc, toi du commissariat. Il commence à comprendre que si on lui a montré le téléphone, sûrement c'est une procédure sur les terroristes, puisqu'il est en zone anglophone. Il est journaliste. Il appelle son avocat immédiatement au secours. Son avocat arrive sur le lieu le 2 août 2019. L'avocat prend connaissance. Ce sont en moyen, vous dites? En moyen. L'avocat sommairement communique avec son client qui lui dit, bon, on ne m'a pas encore présenté une plainte, voici ce que s'est passé quand tu n'étais pas. Mais curieusement, l'avocat rentre pensant que son client va lui rappeler pour qu'il assiste soit à une enquête et tout. Quand l'avocat se rend encore à l'unité, on lui fait savoir, il fait savoir à cette unité que vous n'êtes pas compétent pour juger les infractions qui ont trait au terrorisme. Renvoyez le dossier à la PJ de Buea. Il quitte de là étant rassuré que son client serait à la police judiciaire de Buea. Mais curieusement, il a l'information on est venu lui prendre manu militari par les éléments du BRIM. Il se dépêche alors sur le site.
Incapable de rencontrer son client, il est refoulé comme un chien. Sa famille est au courant. Il est mis à la disposition du BRIM. Nous sommes toujours le 2 ou bien nous sommes déjà Nous le 3? sommes déjà à un autre jour, soit le 3 ou le 4. Ce qui est sûr, c'est que l'avocat, dans ses diligences, a introduit une procédure de habeas corpus le 13 Le 13 août. Oui. Parce qu'il ne comprenait pas quels étaient les griefs qui étaient reprochés à son client. Depuis le 2 jusqu'au 13, il est incapable de parler avec son client. Et c'est ce jour-là qu'il est transféré à Yaoundé, hein? Le 13 août. Le 13 août. Voilà. Et il a inséré ça. Lui, il insère, puisque Où? lui, il Boya, introduit à Boya, au tribunal de grande instance de Boya. Il introduit sa requête au fin de mise, sa requête en habeas corpus le 13 août au tribunal de grande instance de Boya. Puisqu'il est allé au BRIM, soit quelque temps après qu'il soit différé là-bas, il a été incapable de communiquer avec lui. Il était la dernière personne crédible qui a pu le rencontrer à la police. Dites-moi, il est avocat. Si dans le commissariat, au BRIM, il est incapable d'avoir une solution, son seul recours, c'est devant les tribunaux. Il introduit donc sa requête le 13. Ça tourne. Et le 5 novembre, qui est le jour où il pensait que le tribunal allait lui rendre ou bien lui donner la position de son client, puisqu'il y a eu la mobilisation des journalistes ce jour, Oui. on rejette et on dit qu'il s'est fondé sur des YC, sur des choses, sur des ondits. Oui. Nous sommes le 13. Novembre. Bon, si Ouazizi a été appréhendé, comme ils disent, a été transféré à Yaoundé, comme ils disent, et qui est décédé le 17. Le 17 août. Mais ça coûtait quoi du 17 août au 5 novembre? Ça coûtait quoi à ce magistrat de donner son verdict ce jour en disant que Ouazizi n'est plus, ou bien référez-vous au ministère ou bien à la communication du ministère de la Défense pour avoir la suite. Puisque à l'audience d'habeas corpus, il y a un représentant de l'État qui est à l'audience. Et c'est lui qui est censé venir avec le mise en cause et les documents qui attestent sa détention. Mais ce qui n'a pas été. Dites-moi, quelle autre magie fallait-il faire? La famille était incapable de parler à quelqu'un. Elle avait que recours à son avocat, qui pensait que devant les tribunaux, il allait trouver solution. Mais curieusement, mais le communiqué fait savoir que la famille a été informée du décès de Ouazizi tout de suite après, c'est-à-dire le 17. Hein. Et qu'elle était au contact. Si la famille permanent. a été au contact et qu'elle a été au courant, Avec. pourquoi l'avocat aussi n'a pas été au courant? C'est dit, une fois son décès constaté, sa dépouille a été déposée le même jour à la mort de l'hôpital militaire région numéro 1, voilà, au centre économique Septa, et la famille aussitôt informée. On va revenir après parce qu'elle est déjà là. Nadine Yambou, bonsoir Nadine, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir également à vos invités. L'on sait désormais un peu plus sur les circonstances et la mort de Samuel Ouazizi. Le ministère de la Défense a donc levé le voile ce jour dans sa version des faits. La division de la communication affirme que Samuel Ouazizi avait été arrêté le 3 août 2019 car soupçonné d'intelligence avec les terroristes. Il trouve la mort le 17 août 2019 à Yaoundé de sepsie sévère, indique le communiqué. Equinox Télévision, toujours première sur l'information, est allée à la rencontre de la famille de Samuel Ouazizi. Réaction exclusive à suivre ce soir aux 20h sur Equinox Télévision. Autre réaction, celle du syndicat national des journalistes du Cameroun qui dénonce un tissu de mensonges après la sortie du MINDEF. Également le cas Ouazizi qui a été évoqué ce jour au sommet de l'État, notamment au cours d'une audience entre l'ambassadeur de France au Cameroun et le chef de l'État, Paul Biya, le rédacteur en chef d'Equinox Télévision. Donc Cédric Noufélé viendra apporter quelques clarifications sur l'enquête menée par Equinox Télévision. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie. Equinox Soir, on se retrouve après le 20h. À ne pas manquer tout à l'heure de Nadine Yambou pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos invités et en plateau et via Skype.
Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, toujours en compagnie de barista Tamfo Richard du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. En face de lui, Jean-Claude Yout du RDPC. Jean-Claude, vous avez suivi un membre de la famille de Samuel Ouazizi qui dit que la famille n'a jamais été informée de la disparition, du décès. Oui, je pense que les juristes vont bien nous expliquer parce que le communiqué sur le mot famille et de ce que nous pouvons entendre dans famille. Ici, il a été présenté comme frère du défunt. Et nous savons la composition d'une famille. Et le mot famille également revient on a informé les autres, le frère n'était pas informé. Je ne sais pas si ce frère-ci, donc c'est ce que nous allons aussi vérifier. Je ne sais pas si ce frère, lui qui est également membre de la famille, dit qu'il n'a jamais été contacté. Ou bien, parce que là maintenant, la famille également revient dans le communiqué du ministère de la Défense. Donc, alors, nous pouvons donc dire ici que le ministère de la Défense nous annonce que la famille a été bel et bien contactée, et de l'autre côté, un frère qui est membre de la famille, lui aussi dit que la famille n'a jamais été contactée. Alors maintenant, est-ce qu'il a eu à pouvoir faire un conseil familial, ou bien est-ce qu'ils ont pondu un document où on va dire tout au moins sa famille nucléaire, l'ensemble des membres de cette famille nucléaire est solidaire de cette position? Moi, j'ai vu dans l'élément, il était tout seul. Je ne sais pas s'il était porte-parole de la famille, s'il est le chef de la famille, s'il parlait au nom de tout le monde, de père, mère et tout. Donc, c'est ce que nous avons besoin de recenser pour savoir également quels sont les membres de la famille qui ont été bel et bien observés et qui ont pris régulièrement attache et contact avec le défunt Samuel Ouazizi. C'est vraiment cela la problématique. Donc, le tout ici est dans la compréhension du mot famille. Voilà, on va prendre la direction de Yaoundé. Aristide Mono, est-ce que vous comprenez cette... on va rentrer dans un véritable problème. La famille dit qu'elle n'a jamais été contactée, elle n'a jamais été informée du décès de Samuel Ouazizi, alors que le communiqué du ministère de la Défense est clair. Alors, Serge Alain Autour, permettez-moi déjà de tirer un très grand coup de chapeau au groupe Equinox et plus particulièrement au rédacteur en chef, M. Cédric Moufélé, qui vient d'apporter quelques précisions qui devraient normalement édifier ceux qui, à un moment donné, ont pensé que Equinox était un groupe média qui avait pour vocation de déstabiliser. Je pense que les choses ont été totalement claires. Il est revenu sur certaines précisions qui avaient été données et qui semblent être en phase avec ce que le gouvernement vient de publier dans son document. Et ce qui pose à nouveau la question de la communication de notre ministère de la Défense ou tout simplement de l'armée, parce que lorsqu'on jette un regard sur le dernier paragraphe, je crois, on a affaire à une forte politisation d'un communiqué qui, ma foi, devrait rester froid, parce que l'armée n'a pas vocation à rentrer dans des polémiques politiciennes ou alors à titiller les politiciens ou telle tendance politique. L'armée, c'est la froideur, c'est la rigueur, et lorsqu'elle a géré une situation, c'est d'une manière rigoureuse sans toutefois rentrer dans des débats d'hommes politiques. Aristide, vous permettez donc que je lise ces deux derniers paragraphes dont vous faites, vous évoquez, voilà, 10 mois plus tard, certains médias et organisations non gouvernementales, nationales et internationales, de lignes éditoriales et d'obédience bien connues, s'offusquent en cœur d'une pseudo-disparition qui n'en est pas une à la vérité. Ils vont jusqu'à établir un prétendu parallèle avec les convulsions socio-sécuritaires actuelles dans certains pays outre-Atlantique. Ce nouvel épisode de diabolisation de nos forces de défense et de sécurité semble clairement s'inscrire dans une logique programmée pour les démoraliser
voire les démobiliser dans la conduite de leur mission de défense de l'intégrité territoriale du pays et de protection des personnes et de leurs biens. Est-ce qu'on avait besoin de ces deux paragraphes dans cette sortie? Aristide Mono. Voilà, je pense que tout est clair dans ce contenu. L'armée n'a pas vocation à prendre les postures des hommes politiques. C'est plutôt peut-être aux autorités civiles ou alors aux partis au pouvoir et ses alliés de tenir ce type de discours. L'armée doit compter sur toute la population amie et doit chercher à faire de toute la population son ami. Sinon, on se retrouve dans le schisme ou le manichéisme qui a cours dans le champ politique camerounais où il faut catégoriser d'un côté ceux qui sont amis du Cameroun et de l'autre ceux qui ne le sont pas. Je pense que ceux qui critiquent ou alors veulent apporter un son alternatif ne sont pas automatiquement ceux-là qui veulent détruire le pays. Donc il y a un réel souci au niveau de la communication. Et si aujourd'hui on me posait la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer cela, je vous dirais tout simplement qu'il y a une forte politisation de la gestion de notre armée. Et je pense que le débat est posé à l'intérieur même de cette armée entre les militaires de rang et ceux-là qui sont parachutés via des grosses écoles, c'est-à-dire qui n'ont pas fait leur classe, peut-être de soldats de première classe jusqu'à être élevés à des fonctions aussi précieuses de l'armée. Donc il y a ce problème. Maintenant, en rentrant dans le débat en fait de la famille qui aurait été contactée, je pense que comme je l'ai dit lors de ma première intervention, c'est qu'il y a un réel souci dans la communication et ce souci ne permet pas en fait d'accorder une certaine présomption d'innocence ou alors une présomption de crédibilité à la version de l'État, parce que beaucoup de temps ou alors beaucoup de mois se sont écoulés. On a vu quelqu'un qui a réagi, le grand frère de la victime, et je pense que sous réserve peut-être d'une contre-enquête, il faut faire confiance au travail qui est fait par Equinox et M. Cédric Moufele venait de le rappeler que jusque-là, il n'y a pas eu un démenti par rapport à ce qui a été annoncé par Equinox. Donc pour le moment, c'est à l'État d'apporter la réponse, de nous dire qui exactement a été contacté. Et au cas où des personnes auraient été contactées et qu'il n'y ait pas eu peut-être une réaction prompte, que l'État nous dise quelles sont des démarches qui ont été engagées pour qu'on inhume en fait le corps de Ouazizi. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de dire qu'on a contacté la famille, il faut nous dire exactement qui a été contacté dans cette affaire. Equinox s'est rapproché, Equinox a donné la parole au grand frère, et je parle sous réserve peut-être d'une contre-enquête, et le grand frère dit qu'il n'a pas été, que la famille n'a pas été contactée. Donc je pense que c'est aux journalistes aujourd'hui de défendre la mémoire de leurs confrères. C'est aux journalistes d'engager rapidement des enquêtes, que M. Denis Kouebo engage en fait les membres de son syndicat dans des enquêtes et que la vérité puisse émerger de cette histoire de manière cohérente, qu'on évacue rapidement les zones d'ombre. Sinon, on va se retrouver dans des schémas de titi où chacun essaye de se protéger et pourtant il y a le quatrième pouvoir qui peut rapidement agir et apporter des éclairages à l'opinion. Et je reviens sur la responsabilité des journalistes. Il est quand même écœurant, monsieur Serge Alain Autou, qu'on soit dans une société où les journalistes sont prompts à être engagés dans des affaires politiciennes, à prendre tous les risques du monde pour défendre tel ou tel homme politique, alors que la corporation a des réels soucis. La corporation aujourd'hui n'arrive pas à s'exprimer suivant la loi de 1990 qui fixe des modalités d'une presse libre dans notre pays. Mais malheureusement, vous allez voir des journalistes se satisfaire de cet état. Vous allez m'excuser de cette expression de mendicité, dans cet état d'instrumentaliser, dans cet état en fait de paupériser, et lorsqu'il faut parler par exemple de Maurice Kamto, vous voyez comment chacun se retrouve dans des postures de donneurs de leçons. Donc il faut que
des journalistes récupèrent le prétexte Ouazizi pour poser à nouveau le débat de la liberté de notre presse. Et je pense aussi que au-delà, il y a la famille dans le sens large qui devra peut-être dans des jours à venir faire un communiqué commun pour essayer de situer l'opinion sur les faits et éviter qu'il y ait toutes ces confusions. Donc, il y a beaucoup de choses à dire et à redire sur cette question, mais je pense que la balle se retrouve actuellement dans le camp des journalistes et dans le camp de la famille. Voilà, justement, Denis Kwebo, le président du syndicat national des journalistes du Cameroun, dans un tweet, il dit ceci: le communiqué du gouvernement sur la mort de Ouazizi est un tissu de mensonges et une ultime provocation. Les journalistes vont prendre leurs responsabilités dès cet instant. Voilà. Barrister, et revenons sur ce jeu-là, la famille qui dit qu'elle n'a pas été informée. Et plus bas, dans le communiqué, on dit, le chef de la division dit, nous sommes dans le regret de constater que celle-ci, c'est-à-dire la famille, n'a depuis lors engagé aucune diligence pour les obsèques. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce paragraphe? Yes, Ouazizi n'est pas encore enterré, c'est ça? You understand that we have reached the peak of a society where the lip of a journalist is sealed. The lawyer is dragged on the mud, which those are noble persons, examples to the society. You agree with me that when you look at the audio, the elder brother of Ouazizi is saying that someone contacted him and proposed 30,000 francs. I was expecting that the press release of the ministry will have precised the means of contacting the family. Was it through a phone call? Was it a message, an SMS that was sent to the family, or was it a letter or whatsoever? But it didn't make mention of. So you understand that even the government itself has confessed that Ouazizi is dead. But now the circumstances surrounding his death, whether the family was informed or not, has not been said. So you see that it's regrettable. This communique cannot hold water. You know, it can't convince someone. It will be more prudent for the government to commission an independent commission to throw more water on this. We are all witness of what is happening in the United States today. It has reached a peak of provocation that you can't even imagine the day that is going to start. Because when you analyze this communique, it means that even you who is standing here, there is no security to you because you can easily be picked up. No one is informed. You are summarily judged, summarily executed, and then even dumped without the knowledge of your family. So we are not here we are not here like asking for clarification because we are indicting the military. In a state of law where there's the respect of the rule of law, we hope, or the minimum we can expect is that when someone is suspected of a crime, let it follow due process. I don't see why somebody is dead on the 17th. And it is only after the relay or the agitation of news or press organs, journalists, and so on, that we are able now to ascertain that he died on this day. And saying that it is in the regret that the family has not taken steps to bury, I think that's another provocation. We saw how in the US, police had to go to kneel down to say, I was expecting that, than using this type of statement to provoke, because Cameroon is in a boiling pot where it can start from anywhere, and it will be a regrettable situation where with this that could be handled in the communication, we keep on accumulating lies upon lies upon lies. I think if we are not serious, this case of Ouazizi will take us very far. Voilà, Jean-Claude, moi je veux comprendre. Hein. Il dit que la famille n'a pas engagé depuis lors aucune diligence pour les obsèques. Je ne sais pas comment est organisée cette famille. C'est-à-dire qui
peut prendre une décision peut-être aussi forte ou grande. Je ne sais pas comment est organisée cette famille. Je ne sais pas qui est porte-parole de cette famille. Nous savons que les familles africaines, nous sommes nombreuses. Imaginons que c'est une famille à 50 têtes d'individus, au minimum par exemple. Alors, est-ce que les 50 personnes, au même moment, vont... Il y a forcément un chef de famille, quelqu'un qui parle au nom de la famille. Ah ben, je n'ai pas eu cette impression-là en écoutant le frère, là, tout à l'heure. Voilà. Donc, déjà, ça voudrait dire que je ne sais pas. Je ne voudrais pas dire qu'ils sont organisés ou ils ne sont pas organisés, parce que ce sera véritablement ne pas connaître en profondeur. Mais il est utile et nécessaire que dans le cadre d'une perte, surtout d'un être cher, une famille puisse s'organiser. Ici, par exemple, lorsqu'on nous dit que M. Aristide Mono nous dit que l'armée ne fait pas de la politique, il ne doit pas faire de la politique, à juste titre. L'armée camerounaise ne fait pas de la politique. Ça, c'est vrai. Mais ici, nous parlons d'accusations graves sur notre armée, ce qui peut apporter du discrédit à notre armée. Et vous savez très bien, M. Serge Alain Autou, que le moral des troupes est la chose essentielle dans le cadre de la performance d'une armée. Alors, lorsque on est en train de vouloir saquer le moral des troupes, surtout pour des citoyens camerounais qui ont décidé de pouvoir défendre les couleurs nationales jusqu'au sacrifice suprême, il y a de quoi s'insurger et dire, mais il faut, bon sang, est-ce qu'on a pris réellement conscience de la gravité de l'accusation? J'ai suivi le chef de la rédaction d'Equinox, le rédacteur en chef d'Equinox TV, qui se félicitait qu'Equinox ne fait pas partie des médias qui sont dans cette conspiration de pouvoir apporter du discrédit à l'armée camerounaise. On se félicite de cette position et on la salue. Et nous disons que voilà un exemple de positionnement de médias citoyens. Mais au même moment aussi, c'est contradictoire lorsque il affirme de manière ostentatoire que Samuel Ouazizi a fait l'objet des services corporels. Alors, je me pose la question de savoir quelles sont les conclusions du légiste, du médecin légiste qui ont été données à Equinox pour pouvoir avoir ces conclusions. Ou bien, quelles étaient les manifestations cutanées qui étaient visibles s'il n'y a pas... Vous avez suivi le professeur Jean-Chou Prévost tout à l'heure. Ouais, c'est-à-dire que pour qu'on puisse parler de sepsis sévère, c'est-à-dire qu'il y a forcément une voie. C'est-à-dire les bactéries sont passées par une voie. Oui, les bactéries sont passées par une voie, mais je ne vois pas le lien avec service corporel. Parce que il a aussi dit très bien que lorsque les bactéries sont passées par une voie, ça peut se manifester par un dysfonctionnement des reins, ça peut se manifester par... Donc vous voyez que tout ça, on est en interne, mais ici on est dans une accusation dite de service corporel, qui est d'ordre physiologique. Oui. Donc c'est là où nous nous posons la question que restons cohérents et continuons tout au moins à dire que, eu égard la manifestation de la vérité, voici à peu près la position, et qu'on ne soit pas dans le cadre d'un dossier à charge. C'est aussi simple que ça pour l'instant. Voilà, Aristide Mono, on veut comprendre comment comprendre que les avocats continuent à aller plaider à Buea par rapport à la requête, la habeas corpus, sachant que Ouazizi n'était plus de ce monde. Comment comprendre ça? Je pense que c'est une autre incohérence qui devrait être rapidement vidée par votre panéliste représentant du parti au pouvoir qui essaye tant que de défendre ce qui est difficile à défendre. Je pense que l'hypothèse la plus plausible, c'est qu'à un moment donné, il y a eu tout un mutisme organisé autour de cette histoire. Contrairement à ce qui a été avancé par le communiqué, cette affaire a été gardée au secret jusqu'à récemment. Donc, si les avocats ont continué
se rendre dans les tribunaux, ça signifie qu'ils gardaient espoir. Qui devrait être le premier à maîtriser la situation de M. Ouazizi si ce ne sont que ses avocats? Alors, si ces derniers n'étaient pas jusqu'ici au courant, ça signifie qu'il y a eu tout un mutisme, tout un flou qui a été entretenu par ceux qui l'ont récupéré. Je ne suis pas peut-être dans une logique de vouloir polir M. Ouazizi, que je ne maîtrisais pas, donc je ne peux pas avoir une idée réelle de ses activités ou alors me prononcer sur ce qui lui est reproché. Mais toujours est-il que on sait que dans la majeure partie des cas, c'est-à-dire dans des arrestations d'ordre sécuritaire, il y a toujours des moyens qui sont déployés, qui ne sont pas toujours conventionnels et qui sont très proches en fait de ce qui est porté aujourd'hui par la SOSTA, une certaine société civile qui pense qu'il y a eu une certaine torture. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été infligé à certains opposants, que ce soit ceux de l'ère Ni John Fungi ou ceux de l'ère Kampo. On sait bel et bien que des embastillements sont généralement accompagnés d'un bon nombre de primates qui rentrent dans le cadre des actes inhumains. Donc il faut l'accepter et l'intégrer. C'est connu de tous, ce n'est pas un secret que je suis en train de dévoiler. Donc partant de cette hypothèse de la routinisation de la violence dans des lieux de détention en ce qui concerne la sécurité et surtout quand ça crée la politique, on peut donc présumer à un moment donné que la version du gouvernement reste à vérifier et il faudra, comme je le disais tout à l'heure, un certain investissement des collègues, M. Ouazizi, pour qu'on ait un peu plus de lumière sur la question. Maintenant, il faut avoir aussi la version officielle des avocats. Qu'est-ce qu'ils disent au sujet de cette publication du gouvernement? En tout cas, Serge Alain, je pense qu'il faut être modéré sans toutefois rentrer dans des déclarations péremptoires ou alors dans des conclusions qui ne peuvent être dénouées. Il faut attendre. Mais ce qu'il faut tenir pour le moment, c'est que au regard de la communication qui arrive en retard, qui n'a pas été proactive, qui n'a pas été anticipative, il y a matière à revoir la copie qui a été publiée par le gouvernement. Voilà. Il y a le panéliste représentant du RDPC qui disait tout à l'heure que il y a une catégorie de Camerounais qui, sous le prétexte de chercher la vérité, essayent de saquer et de saccager le moral de l'armée. Je vais lui rappeler qu'en fait, le métier des armes n'est pas, en tout cas, n'apporte pas une certaine unité à ceux-là qui entrent dans la violation des droits de l'homme. Et je pense que l'État du Cameroun, à plusieurs reprises, a eu à sanctionner certains éléments de l'armée reconnus coupables de certaines exactions. Donc je pense qu'à partir de ces petites jurisprudences, nous devons être modérés et arrêter de catégoriser ceux qui ne sont pas d'accord avec les versions officielles du gouvernement concernant l'armée dans les rangs de ceux qui veulent la saccager ou alors qui veulent déstabiliser notre pays. Dans les démocraties, il faut accepter le pluralisme d'expression. Il faut accepter des sons alternatifs. Aujourd'hui, nous avons une version, nous avons plusieurs versions. Il est clair que, sous réserve peut-être de ce qui pourra être dit, que nous soyons très modérés et pondérés et de ne pas jouer peut-être les plus que patriotes par rapport aux autres, tout simplement parce que on ne serait pas d'accord avec le gouvernement ou alors parce qu'on serait d'accord avec ce dernier. Aristide Monon, je termine avec vous. Vous semblez avoir des soucis avec cette sortie. Hein. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une sortie du porte-parole du gouvernement, du ministre Sadi, une autre sortie du ministre de l'administration territoriale, comme on l'a vu pour le Kangarbo? Est-ce que la communication gouvernementale va se déployer dans les jours à venir? Serge Alaotou, je reste toujours dans mon approche historique. C'est-à-dire, je me focalise toujours sur ce qui a été fait jusque-là pour prédire ce qui va ou pourra arriver. Déjà, j'aimerais rappeler à M. Cédric Moufélé que son média sera une fois de plus interpellé. En tout cas, il y a de fortes chances que ce média soit à nouveau interpellé par rapport à la sortie
de ce soir, malgré en fait le pacte de non-agression qu'il a agressé au gouvernement. Donc il y a cette réaction. Et deuxièmement, face peut-être à la difficulté de pouvoir prouver certains éléments du communiqué, le gouvernement va essayer de créer, ma foi, un autre problème qui va se situer toujours dans la logique de la déstabilisation en parlant de la récupération politicienne. Ce qui, ma foi, est totalement incohérent en démocratie. Monsieur Serge Alain Autou, les politiciens vivent de la récupération. Les politiciens sont des opportunistes. C'est quoi un opportuniste? C'est quelqu'un qui cherche toujours à rentabiliser une situation, à tirer profit d'une situation. Les politiciens sont des stakeholders, c'est-à-dire des porteurs de cause. La cause qui peut rapporter, qui peut apporter un rendement à un homme politique est une cause saisissable. Donc on ne peut pas toujours continuer à faire comme si la politique ne se jouait pas, alors que la politique se jouait en dehors de la récupération. Il est de bon ton que des hommes politiques s'associent à ceux qui ne sont pas d'accord avec la version du gouvernement pour pousser les uns et les autres à dire la vérité sur le cas de M. Ouazizi. Merci. Je rappelle, vous êtes analyste politique Aristide Mono. Bonne soirée à vous à Yaoundé. Merci et bonne soirée à Douala. Voilà, on va sortir rapidement, 30 secondes. D'abord vous, Barista, sur cette situation. Yes, the day ahead. Yes, it's deplorable. So I pray that justice should be meted in the case of Ouazizi for peace to reign, because we all value peace. And if justice is not meted on this case, I fear that the peace that we wish to have may become an event. We should live a society where the lawyer is allowed to do or to exercise his profession. Because when Ouazizi was in difficulty or had legal issues, the first person he called was a lawyer. If the lawyer has not been in the position to help save Ouazizi, we regret such a situation. Because promptly you saw how the lawyer spontaneously went to the field. On the 13th of August, he filed a habeas corpus. They kept on tormenting him in the courts, whereas Ouazizi died on the 17th. You see, if we live in a society where if you are in difficulty, you can't make recourse to a lawyer, or if you are in difficulty, if you are sick, you can't make recourse to a doctor. So which kind of society are we? So I really pray and beg the government to do justice in the case of Ouazizi. Proper investigations should be carried out so that the responsibility of each and every person be asserted, and if possible, they should be dragged before the courts, and apologies should be given to the family of Ouazizi, and provisions or arrangements should be made in order to give Ouazizi a befitting burial. Ok. Jean-Claude? Oui, le mutisme dont on parle ici, les avocats qui ont continué à poursuivre leur démarche jusqu'au 5 novembre et pourtant au 17 août déjà, l'acte de décès était déjà là et connu. Bon, je me pose des questions. Est-ce que ces avocats n'étaient-ils plus en liaison avec leurs clients? Parce que pour ce maître-là, il y avait quelqu'un qui était leur client. Alors, qui était leur client et qui continuait à leur demander de pouvoir poursuivre donc la démarche judiciaire jusqu'au 5 novembre, malgré que l'acte de décès était déjà connu. Donc, ça fait des questions qui montrent que ce mutisme-là n'est même pas forcément peut-être le mutisme entretenu par le ministère de la Défense, mais plutôt par ceux qui ont sûrement eu l'information, mais qui n'ont plus eu à vouloir, peut-être qu'ils ont estimé qu'ils avaient déjà eu l'ensemble des informations nécessaires. Mais aujourd'hui, on ressort l'affaire et on met sur la table et au niveau des médias, c'est pour peut-être vouloir avoir encore plus de clarification. Nous avons un décès qu'on regrette, parce que c'est un citoyen camerounais, mais il est clair que les forces de défense ont eu à neutraliser un logisticien terroriste. Et nous saluons dans la même lancée les forces de défense. Et nous disons tout simplement que
il faudrait que nous identifions cette bactérie qui a été parlée par le professeur. Parce qu'apparemment, c'est cette bactérie qui est la cause de la mort de Samuel Ouazizi. Alors, à nous maintenant de connaître cette bactérie, de la ressortir et peut-être... La bactérie oui, c'est-à-dire ressortir, connaître cette bactérie qui a eu... Connaître comment? C'est-à-dire, mais cette bactérie a tué Samuel Ouazizi d'après déjà les dits du spécialiste. Et à partir de là, on peut commencer à prévenir les cas. Peut-être de ce type de mort. Merci. Donc, c'est vraiment merci beaucoup Jean-Claude Youth d'être venu. Merci à vous, barista Tamfo Richard. The pleasure is Thank you all for mine. coming. Thank you, sir. Merci au professeur Dianchour depuis Montréal. Merci également à Aristide Mono qui était en direct de Yaoundé. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition qui boucle la semaine Equinox Soir. Bonsoir, Bac Baiser 2.